J'aime bien dire que l'art, c'est un espace transfini. C'est un espace qui, plus t'en ajoutes, plus tu crées des nouvelles choses à l'intérieur, plus il s'agrandit et donc plus il y a de nouveaux possibles. La machine décide dans les espaces vectoriels de comment est-ce qu'elle va mélanger ces deux vecteurs pour arriver à un espace par un embedding, un espace latent qui ait du sens. Le mot décider me chafouine un peu. J'ai du mal à savoir pourquoi il te chafouine. Il n'y a pas d'intention à partir du moment où il n'y a pas un point de vue propre sur le sujet. Et pour moi, un point de vue propre, il découle d'une histoire. Flavien Charvet, entrepreneur, écrivain, artiste et conférencier, il a fondé plusieurs sociétés dans le domaine de l'innovation, directeur de l'innovation d'IRIG, essayiste, plus récemment auteur du livre Hypercréation et du manuel du Prompt Engineering, Hyperprompt, tous deux traitant de la question de l'IA et de la créativité. Il est enfin poète, artiste numérique. Sa posture de conférencier est résolument transdisciplinaire. C'est la raison pour laquelle j'avais dans cet épisode envie de m'entretenir avec lui sur la question de l'intelligence artificielle et de la créativité. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici ma conversation avec Flavien Charvet. Flavien, pour commencer, parlons un peu de créativité, mais laissons de côté les machines. Et j'aimerais qu'on s'intéresse surtout déjà de ton point de vue sur peut-être qu'est-ce que la créativité déjà selon toi. Dans mon livre Hypercréation, j'essaye de séparer un peu deux approches qui sont complémentaires mais qui prennent des points de vue différents. Il y a l'approche un peu, on va dire, essentialiste, qu'est-ce qui a les propriétés d'un résultat ou d'un processus créatif, et une approche plutôt sociale, qu'est-ce qui est reconnu par des personnes comme étant créatif. Dans la littérature sur la psychologie de la créativité, sur même l'algorithmie autour de la créativité, même sans parler de machines quand même, il y a des chercheurs qui s'interrogent via les algorithmes. On retrouve quand même presque tout le temps maintenant 3 ingrédients qui sont résumés dans un article qui s'appelle The Standard Definition of Creativity, qui est un peu maintenant on va dire, ce qui a fait consensus. Donc, est défini comme... déjà, la créativité, c'est défini comme une capacité à réaliser une production. Donc, il y a une production, il y a quelque chose qui arrive dans le monde, ça paraît évident. Et cette production, on s'attend à ce qu'elle ait 3 caractéristiques. La nouveauté, c'est évident, là aussi, créatif, quelqu'un qui crée des choses nouvelles. Mais la nouveauté toute seule, ça suffit pas. Si tu crées quelque chose de nouveau, mais que c'est complètement absurde, genre E égale MC12, où je fais un dessin, c'est juste un gribouillis n'importe comment, on va dire, là, t'as juste créé du bruit, en fait. Il n'y a pas de signal, il n'y a pas de sens. On s'attend à ce qu'il y ait un sens. On va parler soit de sens, soit de pertinence, soit d'adaptation au contexte dans lequel la création survient. Donc c'est une nouveauté qui est adaptée. Mais l'adaptation ne suffit pas, parce que si tu fais un truc parfaitement adapté, mais qui ressemble grave à ce qui existait déjà, c'est pas reconnu comme créatif. Si je prends un super tableau de Van Gogh et que j'enlève un point de peinture et que je mets un point de peinture d'une autre couleur, j'ai un nouveau tableau. C'est pas le même que celui de Van Gogh, mais on va considérer que c'est que du plagiat et que je suis pas créatif, j'ai pas apporté quelque chose de neuf. Donc il faut que aussi ça s'éloigne suffisamment de l'existant, c'est le critère qu'on va appeler d'originalité. Donc la créativité, c'est la capacité à réaliser une production qui soit neuve et que cette nouveauté soit assortie d'une adaptation et d'une originalité. Donc c'est comme ça souvent qu'on définit la créativité. Ça a du sens, logiquement ça a du sens, et en fait quand on accepte cette définition qui part du résultat, de la production en elle-même, les critères de la production, en fait ça détermine pas mal le processus qui permet d'aboutir à ces résultats. Pas tous les processus permettent d'aboutir à des résultats originaux et adaptés. À partir de quand tu as commencé toi à te questionner sur déjà cette définition, à quel moment tu as convergé vers cette définition-là, et est-ce que tu as eu besoin de converger vers cette définition en t'interrogeant sur la créativité de l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'était déjà une réflexion que tu avais vraiment, ou même qui est déjà disponible en soi dans la littérature philosophique et en créativité, indépendamment de la machine? En fait, ça a été une convergence progressive des 2 casquettes que j'avais. Depuis que je suis gamin, je suis passionné par la question de la créativité, comment les grands génies ont des idées, etc. C'est un truc qui me fascine. J'ai monté des boîtes à chaque fois dans l'innovation et la créativité. Je donne des cours sur la créativité. J'étais encore étudiant, que je donnais déjà des cours sur la créativité dans des écoles et tout. Donc c'est un sujet vraiment que je porte depuis longtemps. Et je l'ai beaucoup exploré bien avant d'arriver aux algorithmes. Et en même temps, je code depuis que j'ai 12-13 ans. Je suis arrivé dans l'intelligence artificielle il y a une douzaine d'années.
au départ pas du tout par la voie de la créativité, par la voie de la philo, enfin pour des raisons complètement autres, mais très rapidement quand je suis entré dans l'IA, j'ai découvert les algorithmes génétiques, j'ai découvert tout ce qui, au bout de 2 ans que j'étais dans l'IA, je découvre l'article de recherche de Ian Goodfellow sur les GAN, Generative Adversarial Network, et très rapidement en fait, dès je crois 2013-2014, je vois que tout ce que j'ai pu comprendre, réfléchir, transmettre autour de l'innovation et de la créativité a la même structure fondamentale que tout ce que je suis en train de découvrir sur des processus d'intelligence artificielle, qui a une espèce de structure fondamentale commune. Et cette structure fondamentale, je la ressentais déjà, je l'ai cherché longtemps, j'ai cherché longtemps à mettre des mots dessus, mais en fait c'était cet double élément d'adaptation et d'originalité. Qu'est-ce qui tu penses qui pousse la créativité à naître chez les individus? Est-ce que c'est... Est-ce que la créativité naît dans un espace, dans un environnement contraint qui force à la créativité, typiquement un environnement de survie dans lequel l'homme n'a d'autre choix que de trouver une solution créative pour survivre, ou est-ce qu'elle arrive à naître, ou est-ce qu'elle naît de manière plus efficace dans un environnement dans lequel les besoins sont justement déjà assouvis? Donc, je pense à la pyramide de Maslow, où on peut partir du principe qu'on sait qu'on peut dormir, on a un toit, on peut manger, et du coup c'est à ce moment-là qu'on peut être plus créatif, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est dans un environnement contraint? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Plus qu'un point de vue, j'ai même des sources là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, des études scientifiques sur... on considère, quand on travaille sur la créativité d'un point de vue psychologique, qu'il y a un modèle qu'on appelle multivarié. Il y a 4 facteurs, 4 variables, qui sont les facteurs environnementaux, les facteurs émotionnels, les facteurs connatifs et les facteurs cognitifs. C'est pas très important, mais en gros, là-dedans, il y a les facteurs connatifs. Facteur connatif, c'est tout ce qui a trait à la motivation, à l'envie de. Et en fait, il y a plein de recherches qui ont été faites sur quel type de motivation fonctionne le mieux, notamment est-ce que c'est des motivations extrinsèques ou intrinsèques qui fonctionnent le mieux. Motivation extrinsèque, c'est quand il y a une nécessité externe qui pèse sur la personne, soit tu as besoin de gagner de l'argent, soit tu as besoin de survivre, soit etc. Il y a quelque chose d'extérieur qui rationnellement pousse la personne à réaliser une action. La motivation intrinsèque, c'est quand ça vient simplement d'un désir interne. Comme on peut avoir envie de jouer au sudoku dans la gare, il n'y a personne qui nous y a forcé, mais ça nous fait plaisir. Ouais. C'est la motivation intrinsèque. Et l'humain a une motivation intrinsèque très spécifique dans le règne animal. Et on s'est rendu compte, donc, en faisant des études sur la créativité par rapport à ces 2 types de motivation, que la motivation extrinsèque augmente beaucoup la créativité. Si tu es en mode contrainte et je dois survivre, tu vas trouver des solutions créatives pour t'en sortir. Mais la motivation intrinsèque l'augmente encore plus. Ça nous fait entrer dans ce qu'on appelle la zone de flow en psychologie cognitive. Et le flow est un état cognitif dans lequel on est quand on est tellement aspiré, parce qu'on est passionné dans une activité, qu'on est ultra créatif très naturellement. Les idées surviennent constamment. Et on est dans un espèce de flux de créativité. Donc, j'avais comme compréhension avec le flow que c'était ce moment où tu étais finalement très concentré et que tu pouvais résoudre des problèmes pragmatiques, mais presque... peut-être avec moins de créativité, en tout cas c'est ma compréhension, et ensuite que c'était dans des moments plus diffus, justement où tu avais de la pensée diffuse, c'est notamment chaque fois l'anecdote que quand tu es sous la douche, tu as des idées parce que tu as des pensées diffuses et que tu es aussi détendu, que c'est ce moment-là que tu peux faire des connexions. D'ailleurs je crois que tu en parles dans ton livre, une étude qui avait été faite là-dessus, sur ce moment où il y a des connexions qui se font entre la dissociation exactement entre différents domaines. Et donc... d'où ma question par rapport au flow. Est-ce que c'est vraiment cet état de concentration qui l'a fait émerger, ou est-ce que c'est d'autres facteurs En fait, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est ultra complexe la créativité, parce qu'il y a différents moments, chez un humain en tout cas, qui permettent de faire émerger des bonnes idées, c'est-à-dire nouvelles, originales et adaptées. Et il y a certains moments nécessaires de gros focus sur le sujet sur lequel on est. Typiquement, je bosse pendant 3 heures ou 3 jours ou 3 mois sur un problème, je trouve pas la solution, mais je me casse le crâne. Ensuite, j'arrête, je pars en vacances, 5 jours après, je suis plus en train d'y penser, et sous la douche, à un moment, paf, illumination, la solution apparaît. Si j'avais pas eu le gros travail de préparation avant, j'aurais jamais eu le travail, la possibilité d'une illumination. C'est en effet au moment des pensées diffuses, le cerveau qui continue à travailler sur le problème trouve une connexion que le cerveau conscient aurait pas trouvé. Donc le flow, en fait, ce qu'il apporte là-dedans, c'est une motivation énorme pour le sujet. Ce qui fait que quand tu es dans le flow, ton cerveau, comme il prend du plaisir à travailler sur le sujet, il continue à le faire constamment.
moi, c'est un état que je connais bien, le flow. Enfin, j'y suis assez sensible, et je sais que les moments où je suis pris dans le flow, en effet, je suis super productif au moment où je dois fabriquer quelque chose, mais c'est dans ces moments-là où je suis aspiré par mon sujet que dès que je suis en train de manger, ça continue à carburer. Ouais. Dès que je suis sous ma douche, ça carbure. Je vais me coucher, ça carbure. Et donc, j'ai des poussées d'idées tout le temps. Mais en effet, ces poussées d'idées, c'est pas au moment où j'essaye de résoudre le problème qu'elles arrivent, c'est au moment simplement où les idées tournent. Mais c'est dans des moments où je suis dans le flow, en effet. Et dans le flow, il y a des moments de gros focus pour produire et des moments où simplement ça tourne parce que tu kiffes le sujet et donc tu as envie d'y penser. Les stoïciens, ils définissent pas mal ils définissent un peu la création des éléments, et je pense qu'on peut faire un parallèle du coup à la création en général par rapport à la créativité. Ils la définissent avec deux termes qui sont la matière et de l'autre côté l'envie, ou en tout cas je sais plus exactement le terme qui est utilisé pour le désigner. C'était la cause. La cause et la matière, okay. Donc c'est deux éléments de base. Ensuite tu avais Aristote qui décomposait un peu la cause en disant en fait la cause c'est un artiste, et c'est une envie, c'est une intention, donc il la décomposait encore plus. Et ensuite tu avais par exemple Platon qui rajoutait derrière ça l'idée qu'il y avait un monde des idées, donc il y avait en fait un cinquième élément qui était à la source de toute la création d'éléments, qui était le monde des idées. Je sais pas si tu as un avis là-dessus sur quels sont les fondamentaux qui permettent de la création des éléments. Alors, c'est plutôt des convictions philosophiques. Je suis pas très platonicien. Moi, je suis très constructiviste dans ma façon de voir le monde. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait un monde des idées indépendant. Alors, de toute façon, même Platon ne le pensait pas en tant que tel. J'étais pas dans sa tête. J'en sais rien. Mais il donne pas l'impression d'y croire complètement. Pour lui, c'est une façon d'exprimer le fait que certaines idées soient complètement formelles, que les mathématiques permettent de parler des choses par un langage complètement formel. Donc j'ai pas tendance à aller sur l'ajout d'un monde des idées indépendant. Même les maths pour moi sont une construction culturelle humaine et une façon de représenter le monde. Je sais très bien qu'il y a un autre camp et je respecte aussi l'autre opinion, et je trouve ça c'est un débat que je trouve passionnant, mais petit à petit j'ai construit cette conviction là. Après par contre, pour tout ce qui est des autres éléments, moi j'aime beaucoup la vision des deux éléments initiaux. C'est-à-dire que c'est marrant, je faisais un podcast l'autre jour avec un ami designer, tu vois, du coup avec une approche assez différente, et on est arrivé aussi là-dessus sur le fait que en fait la création ça arrive bien avant l'humain, ça arrive même avant le vivant. C'est quelque chose qui fait partie de la matière en fait. À partir du moment où on a un univers dans lequel il y a de la matière et de l'énergie, c'est un peu la matière et la cause. Ouais. Il y a quelque chose de... et même dans la spiritualité hindoue, tu as Purusha, il me semble que c'est en gros l'étang, et Parvati ou Prakriti, il faudrait vérifier, je ne me rappelle plus exactement du nom, qui est l'élan. Donc tu as l'étang et l'élan un peu. Il y a ce qui est et ce qui met ce qui est en mouvement. Ouais. Et une fois que tu as ces deux ingrédients, il est absolument nécessaire, ça en découle qu'il se passe des choses et qu'il y ait de la rencontre de certains éléments de matière et de l'organisation qui se fasse. Et en fait, c'est un peu ça le début de la créativité. Dès qu'il y a de l'étang et de l'élan, tu as des rencontres qui se font dans la matière, qui s'organisent, et donc plus d'organisation qui émerge, et donc de la négantropie, et progressivement, a priori, surtout, en tout cas c'est le cas dans notre univers, des endroits où l'entropie baisse énormément, où la négantropie augmente énormément, où l'organisation augmente énormément. Et donc à partir de là, tu as de la création. Ouais. C'est pas juste des éléments qui se mettent ensemble, il y a des propriétés émergentes, tout ça. Et donc, est-ce que tu considères qu'il y a l'élan dont tu parles, est-ce que tu considères qu'il y a un besoin de le déconstruire et de le décomposer en disant par exemple l'artiste il fait partie de cet élan, il y a l'intention également qui en fait partie. Est-ce que tu vois un intérêt de déconstruire cet élan ou pas? Ouais, mais pas via l'artiste. Enfin si, c'est toujours intéressant évidemment, mais en fait l'élan, sa plus grande déconstruction, c'est déconstruire le concept de temps. Ça revient à intégrer l'idée de temps dans notre description du monde en fait. Et toute création, toute réflexion sur la création, à un moment, nous amène très profondément à réfléchir sur la notion de temps. Le fait d'intégrer l'artiste ? Non, justement. Le fait de déconstruire la notion d'élan, le fait qu'il se passe des choses. Ouais, Tout ce qui se passe dans un temps. Et si tu es Einstein, tu considères que tout ça, c'est une illusion de l'humain et de la conscience, et que
l'univers c'est un gros bloc où il n'y a pas de temps et où tout est déjà là. Si t'es Leibniz, pareil, etc. Si t'es plus constructiviste, tu considères que le temps est producteur. Là, t'es plus du côté de Bergson, tu vois. C'est plus moi mon kiff, on va dire, mon kiff intellectuel. Mais c'est l'histoire de la conviction. Hein, je dis pas que c'est une vérité. Mais donc, tu vois, l'idée de la création a toujours derrière elle le fantôme du temps qui essaye de nous dire quelque chose. Il y a toujours savoir si le temps est producteur, si le temps est une illusion, si le temps est linéaire, si le temps est circulaire. Toutes ces réflexions très profondes qui sont scientifiques ou philosophiques viennent assez naturellement quand on s'interroge sur la création. Après, la question de l'artiste et de l'intention, c'est quand on humanise la création, on n'est plus dans une logique généralisante. Et là, l'artiste, pour moi, c'est un mot très difficile. C'est un mot qui a plein de significations à différents moments de l'humanité, même dans notre temps, on peut se définir artiste de plein de façons différentes, etc. Il y a même des artistes non créateurs. Le dandy, par exemple, c'est quelqu'un qui considère que sa vie est une œuvre d'art et donc il ne crée rien à part l'existence qu'il est. Et c'est ça l'œuvre d'art. Donc il y a même des artistes qui ne créent rien. Donc c'est très difficile d'associer ça. La question de l'intention, par contre, oui, complètement. Même si, encore une fois, la question de l'intention pose des grosses questions philosophiques. Est-ce que, par exemple, tu as les expériences de Libet sur le libre arbitre qui tendent à démontrer que en fait, les prises de décision sont faites avant qu'on ait conscience de la décision. Donc en fait, la question de l'intention est aussi de l'ordre de l'illusion. C'est plus fin que ça, mais voilà, ça ramène à des questions sur la subjectivité, sur le libre arbitre, tout ça. Donc la création a ça de génial que dès que tu la décortiques, tu tombes sur des grosses questions sur le temps, sur la liberté, ça va vite très loin, quoi. Essayons maintenant d'intégrer l'intelligence artificielle là-dedans. Déjà, peut-être historiquement, à partir de quand est-ce que tu as l'impression qu'on a eu besoin de l'intégrer? Et ensuite, plus globalement, comment est-ce que tu penses qu'on peut l'intégrer dans ce framework de pensée qu'on vient d'essayer de décrire? Ça aussi, ça existe depuis longtemps. La première musique générée par algorithme, c'est 1957, tu vois, c'est tout début du domaine informatique. Après, ça a commencé à vraiment être exploré, l'intelligence artificielle en soi pour la création. En effet, à partir, je pense, les gros précurseurs, c'était dans la musique avec, par exemple, Amy Howell, qui est un algorithme générateur de musique qui a été fait par David Kopp. Ça, c'était dans les années 90, début des années 2000. Donc c'est là que dans la musique, on a commencé à avoir des choses. Et dans l'image, c'est plutôt, en effet, à partir des GAN en 2014 que cette révolution arrive. Pour moi... Ça avait été reçu comment en 90, ces premiers algos David Kopp, c'était un fou, c'était genre un ovni sur la scène artistique, mais comme toujours un peu les précurseurs, quoi. C'était pas vraiment reçu parce que tout simplement c'était pas très pris au sérieux. Parce que toutes les révolutions, elles commencent par être ridicules au début, avant d'être évidentes. Donc c'était assez peu pris au sérieux. Il y avait même aussi avec les algorithmes génétiques plein de chercheurs qui exploraient des dimensions artistiques. Par exemple, pour générer des pistes de jazz automatiquement, tu montres une piste de jazz et tu demandes à l'algorithme de la continuer. C'est des choses qu'avec des algorithmes génétiques tu peux faire. Ou un peu dans le design aussi, pour commencer à faire du design génératif à petite échelle, pour arriver à produire une pièce en optimisant un peu la matière, des trucs comme ça. Mais c'était encore vraiment sur le côté et peu pris au sérieux. Ça a commencé à vraiment être pris au sérieux, la question de la création et de la machine, depuis 1 an et demi. Depuis les IA génératives qui tout d'un coup ont mis ça devant la face du grand public, genre maintenant vous allez plus pouvoir faire sans. C'est évident, il suffit de regarder les productions que tu fais avec Midjourney. Pour moi, c'est pas celle qui pose les plus profondes questions sur la créativité, mais c'est celle qui, pour le grand public, les pose de la façon la plus frontale. Ouais. Tu penses que ça avait déjà donc commencé sans qu'on en prête vraiment attention avec les algorithmes génétiques en fait? Pour moi, les premiers algorithmes qui posent directement la question de la créativité artificielle, c'est les algorithmes génétiques qui simulent le processus de l'évolution naturelle, qui lui-même est très créatif.
Tu regardes la faune et la flore qu'il y a autour de nous. Quand tu regardes l'évolution, il y a des nouvelles espèces qui apparaissent, qui sont adaptées à leur milieu, c'est grâce à la sélection naturelle, et qui sont originales grâce aux mutations génétiques qui apparaissent dans le code génétique et qui permettent d'avoir de la diversité et d'avoir une espèce de dérive génétique. En plus, tu as des mécanismes qui amplifient les modifications que les mutations amènent. Et donc, voilà, tu as vraiment des organismes qui sont nouveaux, qui sont éloignés de leurs parents et des générations précédentes et qui sont adaptés à leur milieu. Donc, l'évolution naturelle est un processus créatif aveugle, sans intention, justement. Sauf si tu considères que... Enfin, si tu mets un dieu derrière, etc. Mais bon, c'est pas trop mon style. Et donc, si tu fais des algorithmes qui simulent ces processus-là, ouais, c'est des algorithmes qui aboutissent à des résultats qu'on peut qualifier de créatifs, mais qui n'ont pas l'air d'être très créatifs du point de vue externe, parce que d'habitude, on associe la créativité à de l'art, des choses un peu colorées, des choses, des grandes idées, etc. Et donc, ils ont posé la question de la créativité artificielle, ces algorithmes, mais que pour les chercheurs, en fait. C'est très peu dans la culture. L'aspect culturel est arrivé avec beaucoup plus... un peu le machine learning et surtout beaucoup plus avec le deep learning qui a commencé à permettre de faire des algorithmes qui créent des images. On est des humains, il faut qu'on voit des trucs. Tu vois un faux Rembrandt qui a été généré par une IA et tout d'un coup, là, tu te dis, ok, l'IA est créative, alors que bon, en fait, elle l'est moins que les algorithmes génétiques dans le cas du faux Rembrandt, mais visuellement, ça connecte. Sur cette question des algorithmes génétiques, est-ce que tu penses que le fait que ce soit un processus aléatoire remet en cause la créativité, le fait que l'algorithme n'est pas en soi un moteur de décision pour le faire, ou en tout cas que les décisions soient basées sur de l'aléatoire? Non, moi je pense que l'aléatoire a toute sa place dans la créativité. C'est un des mécanismes qui permet de s'éloigner de l'existant. C'est très difficile de s'éloigner de l'existant parce que tu pars de l'existant, donc tu as tendance à te baser dessus pour construire. Et si je te demande de penser à micro, pense micro, essaye maintenant de penser à un autre concept. Tu vas penser à un truc qui est pas très loin de micro. Tu as pensé, je sais pas, caméra, son, etc. On a tendance, surtout en tant qu'être humain, on fonctionne de façon associative, à partir d'un élément pour explorer autour. C'est très difficile de faire des grands pas de côté. C'est même un test de créativité, le Divergent Association Task. On te demande de lister en 3 minutes 10 mots les plus éloignés dans l'espace du sens possible les uns des autres. D'ailleurs, il faut de l'IA et de la vectorisation pour analyser les résultats. C'est marrant. Du coup, on a tendance à partir de l'existant. De la même façon, quand dans l'évolution naturelle, je dis qu'il y a de la créativité, si tu mets une femelle et un mâle qui se reproduisent, ok, tu peux faire ce qu'on appelle des crossing over, des enjambements avec leur code génétique, c'est mixer les deux codes génétiques. Tu vas avoir un enfant qui sera un mix des deux parents, mais qui se différenciera assez peu. Les mutations permettent en fait de faire des bonds dans l'espace des possibles. L'aléatoire, les mutations fonctionnent de façon aléatoire, donc l'aléatoire en général, dans l'espace des possibles, permet, paf, d'un coup de faire un bond. Alors par contre, c'est au détriment de l'adaptation. Tu risques de tomber sur un point dans l'espace du sens qui est absurde. Tu risques de tomber sur une mutation qui est létale et que ton gamin ne puisse pas survivre. Mais de temps en temps, ça te permet de tomber sur une nouvelle montagne qui en fait a plus de potentiel que celle sur laquelle tu es déjà, et donc de pouvoir explorer des nouveaux possibles. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi dans des algorithmes comme le recuit simulé, des trucs comme ça que tu dois connaître, qui sont des algorithmes un peu d'IA à l'ancienne, et qui mobilisent l'aléatoire pour éviter de s'enfermer dans ce qu'on appelle un optimum local, où tu as une solution très adaptée, mais du coup peut-être qu'il y en a une encore plus adaptée, mais très originale par rapport à ce qui existe, et donc tu la vois pas parce qu'elle est plus loin. Et là, utiliser l'aléatoire pour explorer un peu partout autour te permet de temps en temps de tomber sur ces meilleures solutions plus originales. Cette compétence qui est de pouvoir aller chercher des compétences originales par l'aléatoire, c'est pas quelque chose qui est directement visible, ou en tout cas pas interprétable de la même manière quand on analyse des GAN, quand on analyse le fonctionnement de demi-journée. En tout cas, le processus est relativement différent. Est-ce que dans ce sens-là, où est-ce que tu positionnes les GAN, mid-journée, les modèles de diffusion, comment est-ce que tu les positionnes sur ce spectrum de l'originalité et l'adaptabilité? Où est-ce qu'ils sont? Ouais. Les GAN, pour moi, si tu prends les GAN traditionnels, un GAN, en gros, tu lui montres 300 000 Rembrandt. Bon, il n'y en a pas 300 000, disons 300 000 fragments de tableaux de Rembrandt, parce que c'est ce qui a été fait. Il construit un espace latent de Rembrandt. Cet espace latent exprime mathématiquement le style de Rembrandt, et ensuite tu peux générer un nouveau Rembrandt
qui est un nouveau point dans cet espace-là, qui va ressembler à fond à un Rembrandt. Donc, en fait, tu simules le plagiat parfait. Tu es capable, une fois que tu as entraîné ton algorithme, de reproduire la même chose. Et c'est pour ça que jusqu'à 2021, les IA génératives, tout le monde s'en foutait. Tu avais des IA très restreintes, donc tu pouvais générer avec très peu d'espace dans ton espace, justement. Donc tu générais la même chose que ce que tu avais mis en entrée ou presque. Donc les GAN, pour moi, sont même pas des créatifs. C'est même pas des algorithmes créatifs. Tu peux même pas mettre ça. C'est tellement du côté adapté et pas original du tout, parce que tu prends du Rembrandt, tu fais un nouveau Rembrandt magnifique, il est parfaitement donc là, toi, tu traces une limite quand même du coup sur ce spectre entre le moment où tu es trop dans l'adaptabilité, tu traces une limite à ce moment-là pour dire c'est pas quelque chose de créatif. Enfin, t'as une limite invisible qu'on peut pas exactement définir, mais que tu positionnes. Ouais, c'est ça. Si tu vas vraiment trop à gauche dans l'adapté, tu finis par être soit dans la reproduction de l'existant, soit dans des variations tellement mineures que tu peux pas considérer que c'est vraiment créatif. Okay. Si tu vas du côté du trop original, tu finis dans l'absurde. Avec tout à droite, tu vas avoir l'aléatoire pur. Ouais. Et là, c'est du bruit. Il n'y a pas une création sensée. Donc, en effet, la créativité, c'est arriver à intégrer dans une seule et même création les deux dimensions pour être un peu dans la zone du milieu, quoi. Voilà. Donc les GAN sont trop à gauche, tout comme si tu fais des tirages aléatoires, t'es trop à droite. Mais par contre, des algorithmes comme Midjourney sont intéressants parce que tu réintègres l'humain dans la boucle. Dans le prompt, tu amènes un élément qui peut avoir de l'originalité. Si tu prends l'algorithme en soi tout seul, il a très très peu de créativité, il reproduit l'espace des données. Sauf que cet espace des données est beaucoup plus grand que juste l'espace de Rembrandt. Et donc, il y a beaucoup de place. Ces espaces, quand tu fais des espaces mathématiques avec des milliards de dimensions, tu as de la place dedans. Parce que, en fait, dans ces espaces vectoriels, quand on les imagine, et je repense notamment à ce concept de la dissociation, où tu as vraiment cette idée où tu as deux concepts qui sont normalement éloignés et que d'un coup, tu arrives à connecter. L'algorithme a cette capacité à connecter des vecteurs très éloignés et d'un coup de leur trouver un sens et une intersection dans laquelle l'image, si on parle des images, fait du sens. Et est-ce que du coup, et ça finalement, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est l'algorithme qui le décide. C'est-à-dire qu'il décide de l'interpolation entre ces deux vecteurs éloignés dans l'espace et il décide de comment les connecter l'un avec l'autre. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par décider. Dans ce type d'algorithme-là, la décision, c'est plutôt un guidage statistique. Et donc, même si toi, quand tu promptes l'algorithme, tu mets ta requête, tu dis par exemple de trucs très éloignés, on va dire des ordinateurs intégrés dans le visage de Van Gogh. Bon, c'est relativement éloigné. C'est pas d'une originalité incroyable, mais c'est relativement éloigné. En effet, tu apportes un élément assez à la fois original et qui peut être adapté parce que tu es en train d'interroger la créativité des machines en faisant une image de ce type-là. Donc, si ton objectif, c'est par exemple d'illustrer mon bouquin, Van Gogh avec un ordinateur dans le crâne, ça peut fonctionner. Donc, tu peux considérer que c'est une image créative. Mais c'est toi qui as proposé ça. Après, la façon dont l'image va être conçue, en effet, il y a un guidage statistique qui va aller connecter des vecteurs dans l'espace des sens qui sont éloignés. Mais c'est parce que dans ton prompt, tu as intégré ça que ça se fait. Si ça se fait, par exemple, tu peux arriver aussi et tu mets une suite de caractères complètement aléatoires, tu fais un gros bordel, et tu as une image qui claque. Par hasard, l'algorithme, comme il n'avait pas de gros guidage, voilà, il a fait un guidage un peu chelou, tu sais pas trop ce qui s'est passé, et pouf, tu as une image qui claque et qui a grave du sens et qui est belle. Tu peux te dire, c'est la machine qui toute seule a été créative, et là, c'est vraiment, la frontière est très poreuse. C'est là où je dis ça dans mon bouquin, je dis que ces machines en soi, elles simulent pas un processus créatif, mais il y a tellement d'espace dans l'espace, il y a tellement de place dans cet espace qu'elles ont modélisé mathématiquement, que de temps en temps, par hasard, sort un résultat qui a toutes les propriétés d'un résultat créatif. Mais si toi, c'est pas du tout la machine qui a cherché à le produire, et ce résultat va être créatif dans l'œil de l'humain qui va le percevoir. Et c'est là où la deuxième approche de la créativité est importante, c'est à quel moment on accepte que la machine ait une créativité, à quel moment on reconnaît une créativité de la machine. Toute la deuxième partie de mon livre. Parce que du coup, j'essaye de te suivre et de comprendre exactement ton point de vue là-dessus. J'ai l'impression que du coup, ce que tu dis, c'est que parce que l'intention part du prompt, on ne peut pas vraiment adresser à la machine le fait qu'elle ait
produit cette œuvre-là. Le résultat, on ne peut pas vraiment lui adresser à elle, on l'adresse plus au prompt qui a permis de générer l'image. C'est ça un peu Alors, moi j'aime bien dire il y a une co-appropriation, tu vois, je parle beaucoup de co-créer. La machine est tellement active dans le processus que tu peux plus juste mettre tu peux plus juste dire que le prompt suffit. C'est vrai que quand même quand tu promptes la machine, ce qu'elle te renvoie, c'est pas ce que tu voulais qu'elle te renvoie exactement. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand on a une image, on a une image et on a un prompt, on a les deux. Mettons qu'on regarde l'image et qu'on voit vraiment de quelque chose de type OA que tu décris dans ton livre, donc à la fois adaptable, adapté dans le sens où ça fait du sens, clairement cette image fait du sens, elle est belle esthétiquement, etc. Et elle est originale, elle mélange des concepts on n'aurait pas pensé à mélanger ces concepts. Et surtout, c'est là où mon point, c'est qu'on n'aurait pas pensé à mélanger ces concepts-là de cette manière. Parce que tu peux très bien imaginer, si on reprend le prompt d'un ordinateur dans la tête de Van Gogh, tu peux très bien imaginer un mec sur Canva, il prend un ordinateur, il prend Van Gogh, il superpose les deux et il dit c'est un ordinateur sur la tête de Van Gogh. Et la machine décide de la manière dont elle va faire le rendu du coup de ces deux concepts. Et c'est là du coup mon point quand je disais que la machine décide dans les espaces vectoriels, de comment est-ce qu'elle va mélanger ces deux vecteurs pour arriver à un espace par un embedding, un espace latent qui ait du sens. Ce processus-là, c'est elle qui le décide. Et du coup, d'où mon... décider me chafouine un peu. Mais du coup, c'est là où j'ai du mal à savoir pourquoi il te chafouine, parce que la raison que tu as mentionnée, c'est parce que elle utilise une méthode statistique. Mais pourquoi est-ce que la méthode, par rapport justement à la discussion qu'on avait sur qu'est-ce que la créativité, pourquoi la méthode qui permet la créativité serait ici un problème? Alors, c'est pas un problème pour associer de la créativité au processus. Okay. C'est juste le terme décider qui, je trouve, est un peu trop basé sur une intention. Tu as un peu l'impression qu'il y a une intention d'associer les concepts de cette façon-là. Ouais. Alors que y a des machines pour lesquelles, à un moment, peut-être qu'il va falloir parler d'intention. C'est toute la partie sur l'IA développementale que j'aborde à la fin. Pour ces algorithmes-là, si on veut en parler, on va dire, un peu sainement, je suis pas sûr qu'on puisse y associer une intention. Mais par contre que le processus statistique, c'est vrai, que le processus statistique aboutisse à un résultat créatif, à ce moment-là, c'est, tu vois, le résultat statistique plus le prompt, à eux deux forment un processus créatif. Je voudrais essayer de creuser pourquoi il n'y a pas d'intention, parce que c'est statistique. Il n'y a pas d'intention à partir du moment, pour moi, où il n'y a pas un point de vue propre sur le sujet. Et pour moi, un point de vue propre, il découle d'une histoire. Tu construis un point de vue propre quand tu as une histoire par rapport à un environnement. Ça amène presque à des choses sur l'embodiment, etc. Ouais. Mais pour moi, la notion d'intention ou de subjectivité, c'est ces deux notions qui sont assez proches, en philosophie aussi d'ailleurs, elle découle en tout cas c'est mon point de vue, et c'est un peu comme ça que j'en parle dans le bouquin, du fait que l'entité dont on parle ait construit un point de vue sur le monde, donc qu'elle soit située dans le monde. Si c'est un monde, ça peut être le monde physique ou un environnement de jeu ou un environnement complètement simulé, ce qu'on veut, mais qui a un historique propre qui lui amène une façon située de voir le monde. Et là, on peut commencer à, pour moi, parler d'intention, puisqu'elle va devoir, parce qu'elle a une limite dans sa compréhension de l'environnement, etc., devoir choisir certaines choses. Du coup, tu te positionnes, tu dis qu'il faut quand même un peu cet environnement qui serait une contrainte, on va dire, au processus de création, que ça s'établisse dans un environnement qui contraigne cette création, c'est ça? En tout cas, que pour moi, pour parler d'intention, il y a besoin qu'il y ait un environnement dans lequel il se soit passé des choses de façon située, à la première personne. Ok. La phase, si on parle de la phase d'entraînement de ce type de modèle, dans lequel le modèle est soumis à des contraintes, à des erreurs sur comment traiter l'information qu'il reçoit. Il va changer, je parle pas de comportement pour pas passer dans le mode du renforcement ou d'autres modes, mais en tout cas il va changer en tout cas l'ensemble de ses paramètres. L'environnement étant ici un environnement un peu spécial, c'est un environnement dans lequel si on prend les modèles de diffusion, on balance du bruit, on lui donne quand même des vecteurs de mots avec lesquels il peut interagir. Est-ce que ça, c'est pas déjà une sorte d'environnement
très très différent d'une autre, mais qui du coup est quand même un environnement à part. Et c'est d'ailleurs dans cet environnement dans lequel le modèle va émerger une compréhension du monde. Et du coup, il est juste en fait, nous on est à l'intersection entre un monde complètement différent et où la connexion se fait en fait juste avec le texte. C'est une façon de voir les choses très intéressante, avec cette idée que l'histoire de l'algorithme dans un environnement, on pourrait la ramener à son apprentissage, qui du coup nous éloigne encore plus du lien à l'humain. Parce que quand on est dans l'IA développementale, on se rapproche beaucoup plus de comment un humain construit son histoire et comment il construit son intentionnalité, sa subjectivité, son point de vue. C'est vrai qu'un algorithme comme Stable Diffusion ou Midjourney, d'une certaine façon, a une histoire propre. Si tu n'avais pas mis les mêmes données, si tu n'avais pas utilisé exactement les mêmes méthodes d'apprentissage, etc., il serait différent. Donc il est dépendant de cette historique-là. Écoute, il faudrait que je creuse un peu plus pour répondre à ta question. C'est une question qui est loin d'être débile et qui, tu vois, qui est au premier abord, tu as envie de la refuser, de dire bah non. Et du coup, je me méfie de ce genre d'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment c'est tellement éloigné de ce qu'on conçoit comme étant une expérience du monde qu'on la catégorise directement comme n'étant pas une expérience du monde. Mais il faut se méfier de ces catégorisations d'évidence. En fait, ça devient après compliqué de savoir où est-ce qu'on tu mets la limite de qu'est-ce qu'une expérience vraiment du monde, j'ai l'impression. Ouais, ça demanderait d'arriver à la définir beaucoup plus précisément que par comparaison avec l'être humain direct, quoi. D'en trouver une espèce d'ontologie plus abstraite, plus générale, pour pouvoir la comprendre. Et puis il y aurait un choix sémantique en fait, de se dire on peut se dire l'intention c'est ce qui vient d'un point de vue situé dans un environnement qui ressemble à l'environnement physique. Tu peux mettre une définition dans laquelle ça marche pas, et tu peux mettre une définition dans laquelle ça marche. Donc en effet, ça demanderait de bien définir les choses, de voir ce qui est crédible. Écoute, c'est une réflexion que je vais y réfléchir ce soir. Voilà. Du coup, ça m'intéresse aussi de toi avoir ton avis. Parce que du coup c'est des questions donc toi t'as eu le temps de réfléchir à ces questions-là pour me les poser et je t'en remercie parce que c'est des questions de fond et qui sont pas du tout triviales et du coup moi c'est vraiment là où j'avais envie de t'amener, c'est que j'ai l'impression que ce genre de modèle arrive à faire des connexions entre ces concepts qui sont du coup le résultat de ces époques d'entraînement qui ont été réalisées. Et que, en fait, c'est l'association qui est faite entre ces concepts, c'est des associations que certains humains n'auraient pas fait, ou peu auraient fait, ou en tout cas, ils l'auraient fait peut-être différemment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on demande des images aussi bizarres, où on associe des concepts un peu bizarres entre eux, et que l'algorithme arrive à trouver quelque chose qui semble, du coup, original et adapté. J'ai l'impression qu'ici, si on doit assigner une valeur en termes de pourcentage qui a apporté la créativité dans ce processus-là, et qu'on devrait l'assigner à la machine et à l'humain, j'aurais envie de dire que le fait de faire une contribution en apportant simplement via des mots une association possible, c'est une chose, mais je le mettrais peut-être à 10%, et 90% la manière de concevoir ces deux concepts pour créer l'image finale. Alors, ok, ça c'est intéressant, parce que moi je pense complètement l'inverse. Okay. Mais c'est très bien. Alors, déjà, juste pour finir sur ce qu'on disait, moi dans mon bouquin, quand je parle des IA génératives du style Midjourney, tout ça, je laisse un peu d'espace, c'est-à-dire que je prends pas complètement, j'acte pas complètement. Autant sur les GAN, j'acte le fait que pour moi, selon mon prisme et le champ conceptuel que j'ai mis en place, c'est pas créatif. Quand on passe sur des IA qui utilisent le renforcement, des IA, donc ce que j'appelle les cyborgs de type 2, là, il est difficile de pas parler de créativité. Si on regarde les choses un peu honnêtement, il y a tous les ingrédients. Et en plus, quand on passe sur l'IA développementale, là, c'est encore plus fort. Les IA génératives avec des très grands modèles, je reste un peu... je dis plutôt que ça simule pas un processus créatif très directement, mais il y a tellement d'espace et c'est tellement difficile de comprendre comment les statistiques fonctionnent là-dedans que... on a des extases créatives qui en sortent et donc c'est peut-être pas pour rien. Mais c'est une partie sur laquelle, en effet, je reste, et c'est pour ça que je peux pas te répondre complètement. C'est le point sur lequel, à mon avis, on a besoin de mieux comprendre ces modèles, de mieux les interpréter, de mieux suivre ce qui s'y passe et peut-être d'encore plus
agrandir, généraliser notre compréhension de la créativité pour peut-être les intégrer dans cette définition-là, comme tu commençais à l'initier. Ce serait quoi ton pourcentage, toi, si tu devais assigner de... Entre le prompt et la génération de pixels, pour moi, en fait, la technique, c'est vraiment séparé dans la créativité. Ce qui amène l'acte dissociatif, la compression de deux concepts qui d'habitude sont très éloignés, leur collision. Et en fait, dans le processus créatif, cet instant de la dissociation, il demande toute une construction, tout un travail, etc. Et c'est lui qui est vraiment complexe, tandis que le temps de la technicité, c'est-à-dire de la réalisation de cette dissociation, pour moi, ce temps-là, sur lequel on a mis beaucoup de valeur historiquement, est en train d'en perdre complètement. Et c'est pour moi pas là où il y a l'acte créatif le plus fort. C'est vraiment dans ce moment de dissociation. Donc, quand on prompte une IA en lui amenant deux concepts très éloignés, on a soit dans le prompt une intention d'amener des choses très éloignées, pour moi, on fait le gros du travail, parce que c'est à travers cette dissociation qu'on va arriver... Parce que c'est nous qui forçons la dissociation à se faire. Voilà. C'est ça. Et après, la réalisation en elle-même, même si il y a une discontinuité, on ne s'attendait pas à cette réalisation exactement. Je ne m'attendais pas à ce que, au lieu d'avoir une espèce de cyborg de Van Gogh, en fait, ils me mettent vraiment un ordinateur dans le cerveau de Van Gogh, à la place du cerveau de Van Gogh, avec un trou dans le crâne, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression, quand on génère ces prompts, qu'on est un peu c'est nous qui embauchons l'artiste pour faire une tâche? Et du coup, on va lui décrire la tâche qu'on veut faire, et c'est ensuite l'artiste qui va la faire. C'est un peu comme une entreprise qui veut faire sa charte graphique ou qui veut faire un ensemble d'illustrations, va lui donner les instructions. Et c'est pas pour ça que du coup, la personne, on lui ôte le rôle de l'artiste. Ça reste cette personne-là l'artiste, mais elle a une collaboration avec une autre personne. Mais la personne qui donne l'instruction n'est pas pour autant considérée comme un artiste. Et si on doit assigner la créativité à quelqu'un, pourtant dans ce setup-là, souvent on va le faire aux professionnels. Et j'ai l'impression que quand on est avec Midjourney, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est comme si on avait mis un gros artiste professionnel, mais juste qu'il en a un peu marre, lui, de faire des œuvres, et on l'a laissé dans une cave. Et puis, juste là, de temps en temps, on va lui donner des humains qui vont pouvoir lui demander de faire des choses, et l'artiste va le faire. Si on considère ici que Midjourney serait un artiste vieux qui n'a plus envie de faire des œuvres. Tout dépend, encore une fois, de ce qu'on appelle artiste. Donc là, tu utilises le mot artiste pour décrire la technicité artistique. Si j'ai besoin de belles photos pour mon entreprise, je demande à un photographe de venir. Et en effet, on va considérer que le photographe est un artiste. À tort ou à raison, il y a des photographes, je prends l'exemple des photographes, ça marche pour des artistes 3D dans un studio de jeux vidéo, ça marche pour tous les métiers un peu créatifs. Il y a le mauvais photographe qui va simplement amener son appareil photo, sa technicité, qui va prendre des photos avec la bonne lumière, etc., qui va te les refiler. Ça peut être ce que tu attendais. Il y a peu de créativité dans les photos. Elles sont standards et elles fonctionnent pour ce que tu voulais. Et il n'y a pas eu de créativité dans tout le processus. Si ton photographe est un bon artiste, il est censé, en comprenant ce que tu veux, trouver le point de vue original, trouver l'utilisation de la lumière un peu unique, qui vont faire que tes photos vont représenter ton image de marque telle que tu l'as souhaitée. Exactement. Et en fait, ça, Midjourney ne le fait pas. Et c'est cet instant-là qui est l'instant créatif où il y a des dissociations. L'acte technique de prendre la photo, ou si c'est un peintre, l'acte technique de faire la peinture en soi, pour moi, sont des prestations techniques. Si je pousse le bouchon un peu loin, c'est à peu près comme Charlie Chaplin qui sert des boulons sur la chaîne de production. C'est de la technicité. Être capable de faire un portrait de la bonne façon, c'est de la technicité. Et pour moi, la créativité, et pour moi l'artiste, mais c'est ma conviction concernant un artiste, c'est pas quelqu'un qui a de la technicité. Pour moi, quelqu'un qui a la meilleure technicité de peinture peut ne pas du tout être un artiste. Et quelqu'un qui peint relativement moyennement, mais qui vraiment veut intégrer dans la culture de son temps une nouvelle approche de la peinture, est plus artiste. Il essaye vraiment de changer les codes, d'apporter des choses qui sont vraiment, il y a le côté un peu jamais vu, il y a réinterrogé d'une façon différente. Donc je sépare vraiment la partie dissociative et vraiment de construction d'une intention, comme je disais dans la vision de la créativité, c'est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois, etc., neuve, adaptée et originale. Et en fait, là-dedans, il y a deux choses. Il y a le neuf, adapté et original qui est
l'intention, l'idée que tu construis, ou le processus en lui-même qui amène ces éléments-là, et puis tu as la réalisation finale. Et la réalisation finale, elle est de l'ordre de la technicité, tandis que toute le processus ou l'intention qui, on va dire, sont préalables à la réalisation, sont de l'ordre vraiment de ce qui amène la créativité. Pourquoi est-ce que tu penses, et là on fait aussi une transition sur plus la partie légale, pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est si dur de pouvoir vraiment avoir une propriété intellectuelle, une propriété créative sur les œuvres qui sont créées via ce genre d'outils? Pourquoi c'est difficile? Déjà parce que c'est déjà pourquoi ça se fait pas aussi? Enfin, j'ai l'impression que même lorsque il y a eu des réflexions sur le sujet, j'ai l'impression qu'à chaque fois elles ont, jusqu'à présent en tout cas, elles ont mené vers la décision il n'y a pas eu un effort suffisant qui a été fourni, notamment le cas sur la loi qui est passée aux US à ce propos, où ils ont vraiment dit il n'y a pas eu suffisamment d'efforts en fait fournis pour qu'on puisse considérer qu'il y a une création, et pourtant il y a du coup dans le résultat esthétiquement les gens accordent une créativité quand même au processus, et du coup on ne sait plus à qui la donner en fait. Parce qu'en fait, la propriété intellectuelle n'est pas totalement en bijection directe avec la question de la création. La propriété, c'est un truc très structurant de notre société, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, peu importe. C'est quelque chose de structurant dans notre société qui est associé complètement à la notion de travail. La propriété et le travail sont les deux institutions fondamentales de notre système, en fait. Et quand t'enlèves l'effort au travail, t'enlèves sa valeur. Quand t'enlèves l'effort à la propriété, t'enlèves aussi sa valeur. D'ailleurs, quand quelqu'un hérite de beaucoup de choses en termes de propriété, on considère que c'est un peu injuste, assez souvent. On est dans une société où on associe beaucoup tout ce qui est propriété à une espèce de récompense. Donc, d'ailleurs, la propriété intellectuelle récompense légalement un effort fourni dans lequel la personne a mis une part de sa personnalité. Donc, d'une part, il y a la question j'ai mis quelque chose de moi. Est-ce que j'ai mis quelque chose de moi quand je fais une image Midjourney? Peut-être, hein, mais tu peux aussi mettre n'importe quoi et avoir une jolie image et t'as rien mis de toi-même dans le processus. Après, est-ce que j'y ai mis un effort? La question se pose vraiment. Donc, il n'y a pas que la question de la créativité, de la création, il y a aussi toute cette notion d'effort et de récompenser justement un effort. Parce que c'est quelque chose de légal. Ouais. Et que c'est dans le tissu de notre société. Donc, à partir de là, on comprend que ça soit difficile de légiférer là-dessus. Parce qu'on ne peut pas juste se dire, est-ce que le résultat est créatif? Oui, bon, bah, c'est bon, on met de la propriété intellectuelle. C'est pas pareil de dire, il y a la propriété intellectuelle et de dire c'est créatif. Même si c'est créatif, la propriété intellectuelle nécessite quand même que ça récompense a priori un effort. D'ailleurs, si tu arrives à démontrer que tu as toute une démarche autour du prompting très spécifique, que par exemple, grâce à tes prompts, tu explores des éléments un peu insoupçonnés de l'espace latent, qu'il y a toute une démarche artistique. Je crois que ça a été le cas, d'ailleurs, sur une BD, sur un artiste qui a fait une BD ou alors, voilà. Sur le sujet, où pour le coup, il a été la propriété. Il y avait vraiment un effort reconnu sur le fait que l'artiste avait exploré tout cet espace-là, il avait fait quelque chose de cohérent tout le long. Complètement. Et si tu prends les illustrations et que tu les utilises comme matière première pour une œuvre dans laquelle tu mets plein d'autres choses, il n'y a aucun souci, ça sera reconnu comme de la propriété intellectuelle, il n'y a pas de débat. Est-ce qu'on finit par parler de ton concept, des concepts que tu as développés sur les cyborgs? Ouais, grave. Alors, c'est un peu un jeu de mots, le côté cyborg, c'est-à-dire qu'avec mon éditeur, on cherchait un terme qui permette de parler de ces machines créatives d'une façon un peu sympa, un peu décalée. Et honnêtement, on a cherché longtemps. Hein. On a eu des très mauvaises idées. Hein. Et donc, on s'est arrêté sur... j'ai proposé cette idée de réinventer un peu le terme de cyborg en l'écrivant C-Borg pour Creative Borg. Et en fait, on a trouvé ça fun avec mon éditeur de repenser le terme de cyborg d'une façon plus positive, parce que d'habitude, il est associé à
cyborg, c'est la combinaison de l'humain et de la machine. Genre le fait qu'on intègre de la machine dans l'humain. Et donc on pense tout de suite à des choses moitié organiques, moitié cybernétiques, donc avec des prothèses, des trucs qui font un peu peur, très transhumanistes, tout ça. Et là on se disait, ben oui, dans tout le bouquin on ressent cette intégration de l'humain et de la machine, mais pas biologiquement, plutôt intellectuellement, spirituellement, dans l'acte créatif, parce que je défends le fait qu'il y ait co-création, justement. Et donc, ça nous faisait marrer à la fois d'y mettre quelque chose de plus positif, la créativité, et à la fois de voir cette hybridation un peu différemment. Donc, on a gardé Cyborg avec aussi des défauts, c'est que ça peut amener cet imaginaire un peu biologique qui en fait est organique, qui n'est pas celui que le mot veut apporter. Mais donc voilà, on a appelé ça des cyborgs. Et vous avez fait, donc, tu décris 3 catégories de cyborgs. Donc ça me permet en effet de poser un concept qui me permet de tirer une typologie des différents types de machines créatives justement. Et à ce stade de la réflexion, en tout cas, je tire 3 types de machines créatives. C'est pas le niveau 1 est moins créatif que le niveau 3, c'est pas ça qui se joue. On sent bien qu'il y a un peu de ça, mais c'est quand même pas le principe derrière de cette typologie. En gros, les cyborgs de type 1, c'est des cyborgs contrôlables. Ils peuvent être doués de créativité, mais on contrôle ce qui va en sortir. Typiquement, Midjourney, par le prompt, on contrôle ce qu'on veut avoir de la machine. Donc tu te catégorises en type 1. Ouais, Midjourney, c'est du type 1 pour moi. C'est-à-dire que comme les GAN, même si les GAN ils sont même pas vraiment créatifs, mais tu contrôles par les données que tu fournis. Comme tu fournis des données et ça les reproduit, si tu fournis des données un peu originales ou quoi, tu peux considérer que l'ensemble du processus est créatif avec toi à l'intérieur. Et donc, c'est des machines qui beaucoup plus participent à la créativité humaine. C'est des outils au service de la créativité humaine, plutôt pour moi que des vrais algorithmes créatifs. Parce qu'ils sont contrôlables et donc ils réagissent à nos intentions. Tu vois, il s'intègre jamais un cyborg de type 1, jamais Midjourney va concevoir quelque chose par lui-même s'il n'y a pas un prompt en entrée. Donc il y aura toujours à un moment une intention humaine qui dirige le processus. Les cyborgs de type 2, ils sont plus contrôlables, ils sont orientables. C'est typiquement des algorithmes comme AlphaGo, alors encore plus AlphaZero, mais tous les algorithmes qui commencent à intégrer des logiques de renforcement notamment parce qu'on les met dans des environnements et ils vont explorer, il y a de la curiosité intrinsèque dans ces algorithmes, ils vont explorer l'environnement et le découvrir sous un nouveau jour. Ils posent une grande question pour la créativité humaine parce que c'est des algorithmes qui vont découvrir des rapports au monde qu'on n'aurait jamais imaginés. Les cyborgs de type 2, tu leur montres par exemple tout le plateau de Go et les règles de Go, ils explorent, un type d'algorithme cyborg de type 2 va explorer tous les possibles, va les explorer de façon avec des systèmes qui permettent d'associer adaptation et originalité dans les coups, tout ça, et va parfois trouver des façons de jouer au Go que jamais un humain n'aurait trouvé, jamais un humain serait allé chercher de ce côté-là. C'est pas une interpolation à l'intérieur de nos données, ça permet, comme ça explore l'environnement par soi-même, de trouver des nouvelles données dans l'environnement et donc de construire un espace des sens qui dépasse celui que les humains avaient. Ça pose en fait la raison pour laquelle il est capable d'extrapoler au-delà des connaissances humaines qu'il avait, c'est parce qu'il avait un objectif défini qui permettait d'être optimisé pour pouvoir proposer ce type de solution. Mais j'ai l'impression que si on prend la créativité au sens tel, tous les processus créatifs ne sont pas optimisables par une fonction mesurable. Notamment à partir du moment où on arrive sur la partie esthétique. C'est une grande question. Par exemple, tu as des théories qui quantifient l'intérêt esthétique d'une œuvre. Par exemple, Martin Dahl, un gars qui a conçu tout un système, et quand tu le lis, en fait, c'est pas du tout déconnant pour décrire d'une certaine façon mathématiquement ce qui va plaire à un cerveau humain esthétiquement. Et donc, tu peux après optimiser des fonctions qui permettent de faire ça. C'est le principe des CAN, les Creative Adversarial Network. Tu vas optimiser une fonction qui, à la fois, va permettre de créer quelque chose qui ressemble à ce qui est perçu comme de l'art par un être humain et ce qui est perçu comme beau, et à la fois va forcer l'algorithme à créer quelque chose qui est en dehors de tous les styles habituels, donc qui ressemble à de l'art, mais qui sort de tous les styles habituels, donc qui est très original. Typiquement, les CAN, pour moi, sont des cyborgs de type 2, c'est-à-dire qu'on peut orienter ce type d'algorithme, on peut leur dire « j'ai envie que tu découvres des nouvelles choses dans l'art, j'ai envie que tu découvres des nouvelles choses dans la science, j'ai envie que tu découvres des nouvelles choses dans le Go », mais
on va construire l'algorithme pour qu'il soit capable d'explorer au-delà des données humaines. Comment est-ce que tu mesures le fait que c'est... Est-ce que tu le... Parce que du coup, tu as dit que c'était dans le cyborg de type 2, donc du coup, je présume que tu voulais dire que c'est de l'extrapolation. Comment est-ce que tu peux dire avec certitude ici que c'est de l'extrapolation et pas de l'intrapolation dans l'espace latent des œuvres existantes? Si tu prends AlphaGo, tu lui montres 1 million de parties de grand maître, et ensuite tu lui demandes de jouer. Il va jouer avec l'espace du Go de l'humanité, en gros, le meilleur de tout ce que les grands maîtres ont joué, et donc il va jouer des coups qui ressembleront aux coups de grand maître. Peut-être qu'il va faire des coups qui n'auront jamais été joués par des grands maîtres, mais qui ressembleront un peu, parce qu'il va aller dans le même sens. Si par contre tu prends cet algorithme, tu le fais jouer tout seul au Go des milliards de parties contre lui-même, il va non pas extrapoler, il va simplement construire une vision du Go à lui. Et donc cette vision du Go, peut-être qu'on découvrira qu'elle se résume à ce que les humains avaient déjà trouvé. Mais dans le cas d'Alpha 0, on s'est rendu compte que non, qu'il joue très différemment des grands maîtres humains. Et aujourd'hui, toute la recherche en Go, toute l'exploration du Go se fait avec ces algorithmes, parce qu'on découvre plein de nouvelles stratégies que l'humanité aurait jamais découvert, parce qu'elle était enfermée dans une bulle de sens qui n'était pas toutes les possibilités au Go. Et donc tout d'un coup, tu te dis, putain, l'algorithme est capable de voir le monde sous un prisme que l'humain ne voit pas, ou n'a jamais vu en tout cas. Et donc là, tu peux pas dire que tu es vraiment dans l'interpolation, tu as vraiment une exploration d'un nouveau type. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les cyborgs de type 2, et ils annoncent une ère de découverte, et c'est pour ça un peu qu'Yann Lequin parle de renaissance aussi. Je pense qu'il partage des intuitions de ce type. C'est des algorithmes qui vont pouvoir explorer le réel, entre autres, ou certains pans de la culture, certains pans des jeux, de tout ce qu'on veut, d'une façon qui est particulièrement inhumaine. Et justement parce que particulièrement inhumaine, pas pris dans tous nos biais de culture et d'expertise, particulièrement créative et originale. Ils vont pouvoir découvrir des rapports au réel, à l'art, à la... Ouais, justement, c'est là mon point sur la compréhension qu'on a, et sur la partie exploration qui permet dans le cas de renforcement, de créer des nouvelles solutions. Parce qu'il y a justement ce processus aléatoire qui va changer l'expérience que l'agent va avoir pour lui changer du coup le type de données qu'il va voir, et du coup au fur et à mesure, par cette exploration, ce dilemme exploration qu'il y a dans l'apprentissage par renforcement, et qui lui permet donc au fur et à mesure de tester des choses complètement aléatoires qui repart sur la partie génétique dont on parlait, et qui permettait du coup d'aller sampler des choses qui n'étaient absolument pas possibles sinon, contrairement du coup dans le cas du Can où finalement, on reste à l'intérieur de cette map, de cet environnement qu'on a déjà pré-créé, et simplement on essaye, à l'intérieur de cet environnement, de s'éloigner au plus de ce qui existe déjà, et d'où mon point qu'on est peut-être plus sur une interpolation que sur une extrapolation. Mais en fait, il y a une raison à ça. C'est-à-dire que quand tu veux faire un algorithme créatif pour la science, tu le fais explorer l'environnement physique, qui est un environnement d'abord indépendant de l'être humain. Tandis que l'art, c'est un environnement 100% construit par les êtres humains. Tu peux pas le faire sortir de l'espace de l'art humain. Si tu lui demandes de générer de l'art, tu es obligé de rester à l'intérieur de l'art humain. Sinon, tu peux lui demander de générer des choses qui seraient... tu vois, un art des machines, un art purement des machines, l'humain pourrait même pas le reconnaître comme tel. Tu vois, il n'y aurait pas de lien à notre aspect culturel. Donc, c'est normal que quand tu travailles sur des cyborgs de type 2 qui doivent construire de l'art d'un nouveau type, il reste à l'intérieur de l'art humain. Et en fait, les humains, quand on crée si on invente, tu vois, quand Picasso invente le cubisme, en réalité, il va mixer, pour arriver à ces résultats très originaux, très nouveaux, il va mixer les choses qui existaient. Il mixe d'une certaine façon le classicisme qui est à son époque, des influences qui viennent de l'impressionnisme qui libèrent le classicisme, et surtout des grosses influences de l'art africain et un peu ibérique aussi, qui va découvrir notamment au musée du Trocadéro, et qui vont l'amener à aller chercher des formes d'un nouveau type. Mais ces formes-là, tu vois, c'est une espèce d'agrégation. Et l'art avance. Pour moi, j'aime bien dire que l'art, c'est un espace transfini. C'est un espace qui, plus t'en ajoutes, plus tu crées des nouvelles choses à l'intérieur, plus il s'agrandit, et donc plus il y a de nouveaux possibles. C'est pas du tout un espace limité, mais tu ne peux créer qu'à l'intérieur de cet espace. Mais dès que tu crées à l'intérieur de l'espace, il s'agrandit. Donc il y a des nouveaux possibles. En ça, voilà, c'est un espace, encore une fois, qui est constructiviste.
Donc peut-être par contre que tu laisses des algorithmes très longtemps créer de l'art à partir de la souche humaine, et en s'éloignant le plus possible, tu reviens au bout d'un moment, tu regardes ce qu'ils ont créé, peut-être que par interpolation successive, ils ont agrandi l'espace possible, et donc que les interpolations ont fini par être des extrapolations de l'espace initial. Ça, c'est possible, peut-être. Mais j'ai pas la preuve mathématique, mais j'ai l'intuition que oui. Okay. On peut conclure juste sur les cyborgs de type 3, peut-être, puisque type 3, eux, c'est le type 2, mais sauf que là, la fonction d'optimisation, c'est de la curiosité pure. Tu vas optimiser leur tentative d'explorer leur environnement, c'est tout. Tu leur donnes pas un objectif, par exemple, trouve-moi les meilleures stratégies au Go, trouve-moi des nouvelles façons d'exprimer les lois physiques, trouve-moi des nouvelles œuvres d'art. Tu le mets dans un environnement, et la seule fonction qu'il doit optimiser, c'est explorer toujours plus l'environnement. Typiquement, tu as un algorithme qui va essayer de modéliser l'environnement, un algorithme qui tente des expériences sur cet environnement que l'autre algorithme n'est pas capable de prédire, et quand il y arrive, l'autre apprend, et du coup, une fois qu'il a appris, le deuxième algorithme doit faire des expériences encore plus poussées, etc. Tu as une espèce de jeu combinatoire. Tu as A qui apprend, B qui explore, et chaque fois que B a exploré un truc nouveau, A l'a appris, et donc B doit explorer un nouveau truc que A va apprendre, etc. Donc tu as un algorithme d'exploration infinie. Et ça, quand tu l'implantes dans des machines, tu commences à avoir un vrai rapport développemental. C'est très lié notamment à l'environnement physique, aux robots, tout ça. Tu laisses l'algorithme explorer son environnement complètement librement, et si l'environnement est suffisamment riche et complexe, à des moments, pour l'explorer, il va devoir créer des choses. Ouais. Et donc ces créations, certaines vont nous paraître très créatives, et donc pour moi, ces algorithmes, on va vraiment pouvoir leur associer un point de vue, et notamment... on va commencer à devoir parler d'authenticité créative, c'est-à-dire que on pourra même leur associer des productions. Peut-être que là, la propriété intellectuelle, on pourra peut-être pas l'associer au robot parce qu'il n'aura pas forcément des droits et des devoirs en soi, mais en tout cas, elle tombera plus dans le domaine public où elle sera plus liée à un individu. Les productions seront dans une zone grise qu'on aura beaucoup de mal à définir. Ces algorithmes, pour moi, ont une créativité qui commence à être autonome. Donc je parle des cyborgs de type 3 comme des cyborgs de créativité autonome. La créativité contrôlable, la créativité orientable et la créativité autonome, où tu peux juste les initialiser et puis ils se démerdent dans leur environnement et ils vont créer des choses, et selon comment ils auront été initialisés, ils vont peut-être même faire culture s'ils sont plusieurs. On sait, quand tu regardes un peu la science constructiviste, tout ce qui est des travaux de Pierre-Yves Oudéier, etc., tu mets des agents qui ont juste des sous-bassements de curiosité intrinsèque, et en fait, petit à petit, émergent des comportements super complexes, et même des comportements multi-agents qui commencent à faire culture, et c'est assez impressionnant. Et donc là, bon, ça ouvre à des perspectives encore plus j'ai l'impression qu'il nous faudrait un second podcast pour commencer cette notion des cyborgs de niveau 3. Du coup, je te propose de terminer simplement si tu as une recommandation d'un livre sur la créativité à faire. Ouais, bien sûr. Si tu dois en citer qu'un. Alors, je vais, comme on a parlé de dissociation à fond, je vais quand même citer, à mon avis, un des bouquins très importants. C'est un gros pavé, mais il est agréable à lire. Voilà. C'est Le Cri d'Archimède de Arthur Koestler, qui est celui qui a inventé le terme de dissociation dans les années 70. Ce bouquin est sorti, fin des 74, 75. Et c'est un des premiers à vraiment avoir essayé de proposer une description complète de comment les grandes idées arrivent. Et pas juste de dire il y a une illumination et on ne sait pas trop comment ça se passe, c'est inconscient. Ce qui avant était la description en gros de la plupart des études sur la créativité, c'était il y a une partie inconsciente. Et lui, il a vraiment essayé de décrire comment cette partie inconsciente fonctionnait et comment le mécanisme de dissociation arrivait. Et je trouve ce bouquin passionnant, il y a plein d'anecdotes. Il arrive à montrer que c'est une trame qui est à la fois celle de la créativité artistique, de la créativité scientifique, mais que c'est aussi la trame de l'humour. Et en fait, l'humour est un truc très créatif, c'est vrai. Avoir une bonne blague qui nous vient, c'est presque la même chose qu'avoir une bonne idée. Et il montre pourquoi et en quoi ces trois types de dissociation, l'humour, l'art et la science, qui ont exactement la même structure, mais qui s'expriment légèrement différemment et donc qui amènent à trois types de résultats différents. C'est un bouquin passionnant, Le Cri d'Archimède, j'en parle dans mon livre, je m'appuie même sur certains à la fin, un de ces exemples.
Et voilà, moi c'est une référence. Après sinon voilà, un autre petit bouquin qui est cool, moi que j'ai beaucoup aimé, c'est Créativité de Michel-Louis Rouquette, beaucoup plus récent, en 2012 je crois, et là qui est vraiment beaucoup plus de la science sur la créativité, une étude sociologique et psychologique de la créativité avec autant Le Cri d'Archimède, c'est très romancé, c'est plein d'exemples, c'est agréable à lire. Là, c'est un petit bouquin, mais assez austère. T'as pas l'impression de lire un truc sur la créativité, mais personnellement, j'ai trouvé ça assez passionnant et j'avais beaucoup aimé. Voilà. Merci à toi. Merci à toi, Thibaut, de m'avoir proposé ce podcast. Avec plaisir.